trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Le 15 août, c'était la fête nationale de l'Acadie, un peuple qui fait jaser dans les journaux français depuis quelques jours. On en discute avec Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc oui, c'est un texte de Carl Bergeron, écrivain québécois, qui a publié dans le Figaro Vox il y a quelques jours et qui raconte dans un très long texte l'histoire de l'Acadie de manière évidemment schématisée. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, on connaît peu de choses de l'Acadie ici au Québec et en France même. Mais on sait qu'en France, la fête le 15 août est aussi fêtée parce qu'au départ, c'est une fête religieuse, l'Assomption. L'Assomption et la fête des maris. Absolument. Et donc, c'est ça. En Acadie, c'est leur fête nationale. Ce qu'on voit dans le texte de Carl Bergeron, qui a quand même fait une très bonne recherche, c'est que, par exemple, on voit toute l'histoire. Par exemple, l'image qu'on se fait des Acadiens est parfois pas forcément la bonne. Parce que, par exemple, il explique que l'hymne évangéline donne parfois l'impression que le peuple acadien était passif devant la déportation, devant l'invasion des Anglais, alors que la réalité est tout autre. C'est-à-dire que les Acadiens étaient très combatifs. On parle sur une population de 18 000 habitants lors de l'invasion anglaise. Il y en aurait entre 7 et 10 000 qui auraient été déportés, mais les autres auraient continué la bataille en se réfugiant dans les bois ou en s'exilant au Canada. Et parmi ceux qui ont été déportés aux États-Unis ou dans d'autres régions, il y en a plusieurs qui sont retournés en Acadie, parfois pour aller se battre, pour reconquérir le territoire. Donc on voit que c'est un peuple très combatif au fil du temps, qui a su faire des alliances notamment avec les Amérindiens. On sait que, par exemple, il y a un village qui s'appelle le Memramcook de nos jours, dont le nom vient d'origine Micmac, qui sert à définir le territoire, la rivière qui est sur place. Donc souvent, quand on parle de la colonisation en Amérique du Nord, on aime dire que les Blancs ont détruit les Indiens, mais il y a vraiment des différences importantes. C'est faire des raccourcis. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que l'approche anglaise, encore une fois, et l'approche française sont très différentes. L'approche anglaise, c'était plus on écrase tous les sauvages. C'était l'expression de l'époque, les sauvages, évidemment. Donc, parce que les Américains se voyaient comme le peuple civilisateur qui vient apporter la bonne nouvelle. Alors que les Français, par exemple, on voit chez Samuel de Champlain, on était dans l'idée qu'on vient créer une nouvelle nation mixte entre Français et Amérindiens. Et les Acadiens sont dans cette même logique-là. C'est pourquoi il y a certains parmi eux qui vont déjà apprendre le Micmac et certaines langues amérindiennes pour former des alliances. Et par ailleurs, lors de la guerre de conquête de 1760-1763, on se rappelle que dans les manuels d'histoire, les livres d'histoire américains, on appelle cette guerre-là la French Indian War, et non la guerre de conquête comme nous, parce que du point de vue américain, c'était les Français et les Amérindiens qui étaient alliés ensemble contre les États-Unis. Donc déjà, on voit qu'à l'époque, il y avait une alliance très importante entre plusieurs peuples amérindiens et les Français. Et c'était vrai aussi avec les Acadiens. Donc, ce que nous apprend Carl Bergeron aussi, c'est que le nom viendrait d'Arcadie, donc région de Grèce, évidemment. Et l'épopée acadienne nous montre que c'est un peuple qui a refusé de se plier face aux conquérants. Par exemple, quand les conquérants sont arrivés, conquérants anglais, ils ont demandé le serment d'allégeance au roi, et les Acadiens ont refusé, tout simplement. Ce qui les a amenés à ce qu'on a appelé le grand dérangement, autrement dit la déportation, que ce soit en Louisiane ou dans d'autres régions. Et encore une fois, peu importe où ils allaient, les Acadiens refusaient de se plier, ils refusaient de s'assimiler, ce qui a mené à toutes sortes de tragédies, évidemment, parce que lors des voyages, lors de la déportation, il y en a plusieurs qui sont morts de malnutrition ou d'épidémies, de mauvaises conditions. Et par la suite, au cours de leur histoire, ceux qui vont devenir leurs successeurs en Louisiane, qu'on appelle les Cajuns, et le mot Cajun vient justement d'Acadien. C'est devenu Acadien, Cadien, puis Cajun. Eux-mêmes, on se rappelle qu'au début du 20e siècle, ils étaient tout en bas de l'échelle sociale, au même titre que les Noirs ou d'autres peuples vraiment en bas de l'échelle sociale. Et dès 1921, l'enseignement du français est interdit en Louisiane. Donc, on voit que, encore une fois, ils ont eu une histoire difficile, qu'ils soient dispersés ou encore sur le territoire. Puis encore de nos jours, on sait qu'en Nouveau-Brunswick, qui forme un peu moins du tiers de la population, et on sait que l'anglais progresse au Nouveau-Brunswick, le français régresse. Donc, quand on dit qu'il y a une anglicisation du Québec, mais c'est aussi vrai ailleurs dans le Canada français, chez les Canadiens français hors Québec. Mais ce que nous explique aussi Carl Bergeron, c'est que les Acadiens refusent l'expression de se qualifier d'être Canadiens français ou de s'identifier comme parmi les Québécois. Ils se sont toujours distingués comme un peuple vraiment distinct, qui fait ses propres choses, qui a sa propre fête nationale, son propre drapeau, et donc qui est vraiment distinct du reste des Canadiens français ou des Québécois.
Donc, moi, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Sinon, dans le texte, on apprend que justement, les Anglais de l'époque n'ont pas hésité à brûler églises et parmi les fermes des paysans parce que c'était la guerre, tout simplement. C'était l'époque. Donc, on n'hésitait pas à faire des choses comme ça. Les Acadiens, comme je l'ai dit, sont très combatifs. Donc, ce qu'on apprend dans le texte aussi, c'est qu'ils étaient reconnus pour faire l'art de la guerre, la petite guerre indienne qu'on appelait. Donc, c'était un peu comme, si on veut, c'était des gens qui avaient un peu appris des techniques des Amérindiens à force de parler avec eux, faire alliance avec ces gens-là. Donc, c'était vraiment un peuple qui était reconnu comme redoutable parmi les Américains. Leur héros national, c'était Joseph Broussard, dit Beausoleil. Donc, un homme qui était vraiment redoutable pour les Américains, qui s'est battu jusqu'au bout, notamment avec son frère Alexandre, le frère de Beausoleil, qui a été déporté en Caroline du Sud et qui serait remonté en Acadie après sa déportation, puis serait remonté pour combattre à nouveau les Anglais. Donc, on voit que c'est vraiment un peuple qui s'est battu tout au long de son histoire. Puis moi, je trouve ça vraiment, justement, toute une histoire de résilience. Puis encore aujourd'hui, ils sont là. Donc, c'est beau à voir. Ce qu'on voit aussi dans l'histoire, c'est qu'on se rappelle le Vive le Québec libre du général de Gaulle en 67. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le Philippe Rossillon, qui était un de ses conseillers principaux, c'était un homme qui essayait d'allier les différents Canadiens français à la cause de la France. Et donc, il avait des pourparlers avec les Acadiens. Il voulait les rapprocher de la France et que la France les reconnaisse davantage. Donc, c'est ça. Le général de Gaulle, non seulement comprenait la condition québécoise, mais c'était aussi un homme qui comprenait les Acadiens puis les différentes minorités françaises en Amérique du Nord. Donc, moi, je trouve ça absolument admirable pour un chef d'État. On n'a pas vu ça depuis longtemps, en tout cas. Et donc, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui... je te laissais aller pour nous tracer le portrait complet, Philippe, mais qu'est-ce qui fait qu'on... Tu sais, c'est vrai qu'on souligne à chaque année, le 15 août, la fête de l'Acadie, des Acadiens, mais c'est vrai qu'on... somme toute, leur histoire est assez peu connue quand même. Oui, je veux dire, on connaît les grandes lignes, là, mais elle est pas, bon, tu me dirais, elle est pas enseignée. C'est vrai qu'on enseigne à peine l'histoire du Québec dans nos écoles. Donc, ceci explique peut-être cela. Peut-être qu'on n'est pas assez porté sur l'histoire de façon générale aussi, mais c'est vrai que c'est l'histoire d'un peuple qu'on connaît assez peu, à part souligner. Tu sais, je veux dire, je vois le premier ministre à chaque année, les élus qui font « Ah, bonne fête de l'Acadie », mais ils le font pas pour d'autres peuples, ceci dit, ou d'autres, au Canada. Mais c'est souligné, mais peu connu. En effet, c'est peu connu. Puis moi-même, tout le long de mon secondaire, je pensais que les Acadiens n'existaient plus parce qu'on nous enseignait la déportation, mais on ne disait pas qu'est-ce qui s'était passé après. Donc, j'en concluais qu'ils s'étaient déportés puis que c'était fini. C'était terminé. L'histoire s'était terminée là. Oups. Oui, voilà. Il manquait quand même un petit pan dans la part qu'on essayait de te transmettre comme information. Oui, malheureusement. Mais c'est justement au cégep, lors d'un voyage, j'ai entendu un homme dire « Je suis Acadien » avec l'accent. Donc là, j'ai compris que ça existe encore. Et ben là, à partir de ce moment-là, j'ai compris toute une révélation. Absolument. Un peuple que je croyais mort, qui est encore vivant. Mais non, ça montre à quel point il y a vraiment un déficit de l'enseignement de l'histoire au Québec. Tu sais qu'Elvis est mort vraiment pour oui, ça, de vrai. Je sais, là. Mais il est encore sur son île, je pense. Ça n'a pas semé un doute général dans ta tête sur qui est mort, qui est vivant. Non, ça, je sais pas. Non, il y a des gens comme ça, on ne sait pas trop. Mais je pense qu'il y a un déficit général de l'enseignement de l'histoire au Québec, puis juste de la transmission culturelle, la transmission de la mémoire. Puis on le voit non seulement pour notre propre peuple, mais aussi pour les peuples cousins comme les Acadiens, justement. Moi, je trouve pas ça normal qu'on les connaisse pas assez à ce point-là, qu'on connaisse juste leur drapeau puis la chanson. Mais c'est de même que je l'aurais résumé aussi, tu vois, c'est l'effet que ça me fait. C'est-à-dire? Qu'on connaît leur drapeau, la date de leur fête, puis la chanson encore pas toujours. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faudrait même mettre des ponts entre nos peuples. Puis je pense que c'est l'un des travaux que veut faire Carl Bergeron. Parce que si on regarde l'ensemble de son œuvre jusqu'ici, il a écrit 3 livres qui ont été marquants chacun. Donc Carl Bergeron, évidemment, c'est un homme qui essaie de donner un peu plus d'émancipation nationale au Québec. Donc, son premier livre, par exemple, c'est... En tout cas, moi, j'invite toujours les gens à venir voir nos chroniques visuellement, le pod visuellement, parce que t'es incapable de prononcer les mots émancipation, indépendance, épanouissement de la société québécoise, sans qu'un immense sourire te transperce le visage. Oui, incapable. J'adore ça, mais c'est parce que ça t'amène de la joie. Absolument. Je sais qu'on va gagner un jour. Mais donc, le premier livre de Carl Bergeron, c'était en 2012, sur l'œuvre de Denis Arcand,
il s'était intitulé « Un cynique chez les lyriques ». Et donc, il montrait à quel point, pas Carl Bergeron, mais Denis Arcand était lucide sur son temps. Parce qu'il était parmi une génération, une époque qui était très lyrique, parmi les intellectuels, les artistes. On disait toujours qu'on était parmi les beaux jours, qu'on était toujours dans la meilleure époque qu'il n'y a pas, puis qu'on se dirigeait toujours vers le paradis sur Terre. Et Denis Arcand, ça restait l'homme un peu, le mouton noir de la bande, qui était plus lucide sur la condition québécoise, puis qui se rendait compte que c'était pas si évident que ça, que tout allait se résorber dans les prochaines années, puis qu'il allait nous voir une happy end. C'était pas si évident. Donc, c'est un homme qui a eu, au fil du temps, qui a eu quand même plus raison que d'autres. Et c'est ce qu'il montrait dans son livre, c'est qu'il montrait que le cynique chez les lyriques a eu un œil plus lucide sur les choses. Ce qui ne fait pas de Carl Bergeron lui-même un cynique. Là. Il est capable d'avoir son propre jugement sur l'œuvre de Denis Arcand. Mais c'était très pertinent comme commentaire. C'était un livre vraiment intéressant. Et là, l'autre livre qui l'a vraiment révélé publiquement, c'est en 2016, Voir le monde avec un chapeau, qui est son journal qu'il a tenu pendant 1 an. Et là-dessus, ça, c'est vraiment un livre extrêmement bien réussi, qui est comme... Il met toutes ses observations pendant 1 année sur, si on veut, la condition québécoise et ce qu'on peut appeler aussi l'inconscient collectif. Parce que je pense pas que l'inconscient est juste individuel. C'est pas juste moi qui en parle, d'ailleurs. Mais les collectivités ont aussi un inconscient collectif. Et c'est ce qu'analyse Carl Bergeron. Je pense qu'il n'y a pas mieux placé que l'écrivain pour vraiment interroger cet inconscient collectif. Il y a aussi le sociologue, peut-être, ou le philosophe. Mais l'écrivain a une liberté de parole pour faire des observations très justes sur ce qui se passe de ce côté-là. Ensuite, le dernier livre qu'il a publié il y a 2 ans, c'est La Grande Marie ou Le luxe de sainteté, qui est sur Marie de l'Incarnation. Encore une fois, un personnage qu'on connaît assez peu dans notre histoire. Et selon Carl Bergeron, ce serait une immense écrivaine parce qu'elle a une immense correspondance très vaste. Et lui-même a tout lu sa correspondance. Et il dit que c'est vraiment un monument de la littérature qui est méconnu. Et donc, ce que je pense qu'essaie de faire Carl Bergeron, c'est qu'il essaie de défricher un peu la culture, parce qu'il se rend compte que le Québec est une société malheureusement amnésique, qui a de la difficulté, comme je l'ai dit, à transmettre, à enseigner son histoire. Et donc, je pense qu'il essaie de faire un travail de défrichement. Donc, défrichement de la culture pour essayer de trouver des grands repères collectifs, des grands personnages qui peuvent jalonner notre histoire, qui peuvent jalonner notre conscience collective, notre mémoire commune. Donc, en ce sens, je trouve qu'il fait un travail extrêmement important. Et c'est un homme qui doit être connu, qui doit être lu aussi. Parce que son texte sur l'Acadie est vraiment réussi. On parle quand même d'un 7000 mots. C'est rare qu'on voit ça dans les journaux. Puis, c'est vraiment extrêmement intéressant, là. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci beaucoup. Merci.